Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Joël Arsenault. Salut, Joël. Salut, Denis. Donc oui, Joël Arsenault du Parti québécois. J'avais hâte de te rencontrer, Joël, parce que je m'en cache pas, tous les auditeurs le savent. Moi, j'ai milité longtemps au PQ, plus de 15 ans. Puis, t'es le seul qui reste un mystère. Tous tes collègues m'ont parlé de toi. Mégane, dernièrement, je pense que tu l'as écouté, l'entrevue. Oui. À un moment donné, elle le mentionne. Je lui mentionne qu'on va se voir bientôt. Puis, elle dit, tu vas voir, Joël, il y a beaucoup de choses à dire. J'aime mieux qu'on parle de moi que de parler de moi-même. C'est quoi la nuance pour toi? Évidemment, tu sais, quand on doit parler de soi-même, s'ouvrir sur le parcours et tout ça, il y a toujours... Ça te rend-tu nerveux? Pas vraiment, mais en fait, moi, je pense qu'on n'est pas là pour se promouvoir soi-même. Ça fait partie du métier, si on veut, là. Mais moi, je préfère parler d'idées, parler de la cause, parler des dossiers, puis accessoirement, comme aujourd'hui, on parlait de ce qui se passe en coulisses un petit peu, puis peut-être la vie personnelle, mais je pense que c'est bon d'avoir aussi là, sa vie privée, puis quand on est au travail. Oui, puis inquiète-toi pas, un des objectifs des engagés publics, c'est de mieux connaître les personnes derrière les politiciens pour voir un peu, on a notre petit gag, il n'y en a plus un, qui est à savoir c'est qui le Joël normal. Parce que tout ça vient de la prémisse que pour être politicien, il faut être un peu anormal, tellement que c'est exigeant comme métier. Mais t'en fais pas, inquiète-toi pas, on rentre pas dans les... On s'attardera pas dans les méandres de ta vie privée. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui nous intéresse, c'est les idées. On va y venir rapidement. Mais quand même, les auditeurs ont envie d'en savoir plus. On aime savoir à qui on a affaire. Nos élus, on les connaît pas tant que ça. Ouais, mais en fait, je dis ça, puis qu'on le veuille ou non, on est un peu en représentation 24 heures sur 24, du moins dans notre circonscription. C'est difficile de faire la part des choses. Où est-ce que le travail se termine, puis où est-ce que la relation communautaire avec les gens qui nous entourent se termine. Puis je dirais même qu'on en rajoute aujourd'hui avec les réseaux sociaux, petite photo de la famille et tout ça. Ça fait un peu partie du rôle, se rendre, je dirais, accessible, puis en même temps traduire vers les gens là, qui nous écoutent ou qui nous suivent l'humanité qui nous traverse aussi. Là. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes cet aspect-là parce que je pense, à quelque part, que c'est un des éléments de la recette du succès, j'allais dire de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je dirais du PQ peut-être même en ce moment. Vous avez ramené comme le nouveau PQ, ça me ferait parce que j'ai connu l'époque du nouveau Coke. Les nouvelles marques, tu sais, quand ça n'a pas duré longtemps. Hein? Non, c'est ça, on va dire rapidement. Puis j'espère que ça ne sera pas le cas pour ce qui est du PQ, parce que moi, j'aime ce que je vois. Je trouve ça intéressant. Puis on dirait visiblement que je ne suis pas le seul, hein, si on se fie au sondage actuellement. Mais cette notion-là d'authenticité que tu viens de mentionner, est-ce que ça en serait un ingrédient du succès que vous avez actuellement? Bon, sans aucun doute, les gens nous le disent. Fait que oui, je pense que c'est identifié comme étant l'un des traits de caractère des députés et de Mégane, c'est-à-dire que on n'essaie pas justement de raconter des histoires aux gens ou de faire du tape à l'œil. On est là pour la cause. Et la force actuellement de notre petit nombre, c'est justement de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Je dirais qu'on a atteint le fond du baril à un moment donné, là, il y a quelques années. Purgatoire. Puis ça nous a permis, je pense, de faire un certain examen de conscience. Moi, j'étais au comité exécutif national. Puis on en a bavé, là, je vous dirais, là, sur le plan financier, sur le plan des statuts, la réorganisation. Est-ce qu'on va changer de nom? Est-ce que c'est encore pertinent la souveraineté? Est-ce qu'on va survivre parce que les gens annonçaient notre mort et tout ça? Puis, je pense qu'on s'est regroupé autour de l'objectif premier du Parti québécois, l'indépendance. Puis, les membres, beaucoup de membres se sont regroupés autour de ça. Puis, on dit, regarde, on se relève les manches, on travaille, puis avec conviction, avec authenticité, avec les forces qu'on a, et puis on sera toujours vrai.
Et moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup mieux exercer le travail dans ces conditions-là où il n'y a pas de faux fuyants. C'est pas toujours nos idées qui sont les plus populaires au moment où on en discute, mais je pense qu'on est capable d'argumenter. Puis finalement, ben Paul en particulier, là, je dirais avec la réflexion derrière son propos, puis l'appel au rationnel, puis à la réflexion, ça marche. C'est intéressant, puis t'évoques en quelque sorte la cohérence, tu sais. Puis je pense que c'est un autre élément qui est payant, c'est que vous auriez pu adapter plutôt, ou même adopter des discours différents en fonction de du calcul politique, mais on sent une cohérence, puis justement que vous restez fidèle à l'idée, aux valeurs. Puis ça, je pense que c'est souligné, c'est salué par les gens, même les gens qui sont pas nécessairement de votre avis. Puis là, j'allais dire de notre avis, parce que là, on partage ces valeurs-là, entre autres, là, mais c'est pas de moi dont il est question ici. La cohérence, puis je te dirais même, je vais pousser l'audace, je suis un balado, moi, journaliste, j'ai le droit de dire des affaires de même. Je poussais l'audace jusqu'à dire que c'est peut-être justement à contrario, ce qui fait mal de l'autre côté actuellement au gouvernement, c'est qu'on sent qu'il y a une perte un peu de cohérence. Fait que... je pense que c'est sûr que lorsqu'on parle d'être indépendantiste, puis d'avoir des convictions à l'effet qu'on doit prendre nos décisions, on doit avoir tous les pouvoirs, on veut travailler enfin pour que le Québec soit reconnu comme nation, prenne sa place dans le concert des nations. On veut préserver l'écosystème là, naturel. Tout le monde est pour ça. Pourquoi on ne veut pas préserver et garantir l'écosystème linguistique et identitaire et national et tout ça? Et pourquoi est-ce que on s'en cacherait de vouloir faire en sorte que le Québec devienne un pays à part entière. Et à partir de ce moment-là, la voie est tracée. Il n'y a pas de faux fuyants. On n'est pas dans l'opportunisme, on n'est pas dans le calcul politique. Je pense qu'on est dans l'authenticité avec les moyens je pense qu'on prend pour convaincre les gens que c'est un peu le destin du Québec, comme le dit Paul, et puis qu'on est capable d'y arriver en se fixant l'objectif commun, que ce soit pour le bien, justement, de tous. L'autre fois, j'étais à un rassemblement dans Jean Lesage. Puis, il y a une phrase qui a été mentionnée, c'est Paul qui l'a amenée, mais ça a été repris de différentes façons. Il y a eu plusieurs... t'étais là, t'es arrivé un petit peu plus tard, mais je pense que tu t'es aussi adressé au public. Peu importe. La phrase qui m'a marqué, c'est que notre destin, c'est la justice. D'avoir justice. Puis ça, moi, je trouvais ça fascinant. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu d'inéluctable là-dedans, justement. Comme si on marchait vers ça, puis que justice va se faire, tu sais. Oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui est vrai. La place du Québec, elle est toujours, à l'heure actuelle, remplie d'obstacles. On a toujours à se battre pour se faire entendre ou pour, je dirais, avoir, en tout cas, ce à quoi on aspire à tous égards. Alors, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a une question de justice, mais moi, je vois beaucoup ça comme une question de responsabilité aussi. C'est-à-dire que le destin d'un peuple, c'est comme un destin personnel. On a toujours besoin de solidarité, de collaboration. On a eu besoin d'un coup de main pour, je dirais, se développer une personnalité, une carrière et ainsi de suite. Mais jamais est-ce qu'on remettrait en question, comme personne adulte, normalement constituée, l'idée qu'on laisse, qu'on fait nos choix nous-mêmes, dans la bienveillance envers les autres, dans une société, tu sais, qui est la plus harmonieuse possible. Puis j'ai de la difficulté à penser que comme collectivité, on n'arrive pas à avoir là, une vaste majorité des gens qui disent c'est le moment. Là. Bon, mais je pense qu'on va l'obtenir parce qu'on a vécu plusieurs échecs. Puis même sur le plan, par exemple, des régions. Moi, je viens des îles de la Madeleine. On s'est toujours battu pour développer une plus grande autonomie, une plus grande
indépendance sur le plan des services, sur le plan de l'économie, et ainsi de suite. On veut rapatrier les pouvoirs, décider par nous-mêmes, puis on rejette toujours le mur à mur, par exemple, les décisions qui sont prises à Québec, puis devraient s'appliquer dans toutes les régions du Québec. Alors, comme régionaliste, tu te dis, moi, je veux avoir le pouvoir d'influencer mon devenir. Alors, comme évidemment québécois, mais j'ai exactement la même vision par rapport au reste du Canada, ce qui n'enlève rien aux Canadiens des autres provinces. Évidemment, tout ça, ce plan-là ne se construit pas contre absolument, quelqu'un. Absolument pas, en fait, c'est ça. C'est dire... Et d'ailleurs, une petite anecdote, la première fois que j'ai traversé le Canada, c'était pour aller apprendre l'anglais dans l'Ouest, sur l'île de Victoria. Et puis, sur l'île de Vancouver à Victoria, je devrais dire. Et puis, c'était peu après le référendum de 80. Et puis, les gens disaient, pourquoi est-ce que les Québécois veulent devenir indépendants? Pourquoi on va faire un référendum? Qu'est-ce que vous voulez? Là, what does Québec want? Puis, et moi, mon objectif à ce moment-là, c'était de dire, je vais apprendre l'anglais là, pour vous convaincre que c'est mieux pour nous comme pour vous. C'était comme une aspiration. Je vais finir dans une discussion comme celle-là. Là, les limites que je pouvais avoir sur le plan linguistique, là, c'était pour ne pas pouvoir débattre pleinement, pour dire il me semble que ça tombe sous le sens que l'on décide par nous-mêmes de ce qu'on veut faire, ce qui ne vous enlève rien. Au contraire, on sera de meilleurs partenaires. Écoute, ça commence fort. Là, je vais revenir à mon plan. Je disais tantôt, on va apprendre à connaître un peu plus Joël Arsenault. Je vais revenir sur cet aspect-là. Enseignant, journaliste, tu as été maire de l'île de la Madeleine de 2005 à 2013. Je ne savais même pas. On n'est pas. Je trouve qu'on ne sait pas assez ce qui se passe sur nos îles, entre autres. Ça, moi, je l'ai appris en faisant ma petite recherche tantôt. Maintenant, tu es député des îles de la Madeleine depuis 2018. Oui. Parfait. Je me trompe pas. Bon, pour le Parti québécois, porte-parole. Écoute, ça m'a fait rire. Là, vous êtes 4, hein? Oui. Porte-parole, la liste. Je vais prendre une pause, je vais revenir quand on va finir. Moi, pendant ça, je vais parler je vais faire la liste. OK, t'es porte-parole d'affaires municipales. OK, attends, on dit porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière d'affaires municipales, d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, d'habitation, d'infrastructure, de cybersécurité et du numérique, de faune et des parcs, de pêcherie, de santé, des services sociaux et des soins à domicile. J'ai eu une entrevue avec Lionel Carman qui va être en ligne bientôt, chers auditeurs, ou qui est peut-être déjà en ligne, là, je ne sais pas encore comment tout ça va jouer. Vous irez fouiller sur YouTube. De transport et de mobilité durable pour la famille en matière de CPE et pour les aînés. Fait que là, ça te fait 11 grandes responsabilités. Es-tu réellement capable d'entretenir... Tu connais ce dossier-là à fond? Comment tu fais pour couvrir tous ces aspects-là? Honnêtement, est-ce qu'il y a des bouts que là, tu as de l'aide ou... Ben, oui, on a de l'aide. On a des collaborateurs aussi, évidemment des conseillers politiques qui nous alimentent, puis qui ont aussi de multiples dossiers. Alors, on est une très petite équipe de députés, on est une très petite équipe de soutien également. Ça, hein? Mais je vous dirais que c'est passionnant. On a développer, je dirais, une très grande polyvalence. Évidemment, on n'est pas spécialiste dans tout, mais de pouvoir être très flexible et de pouvoir justement être un peu des touches-à-tout. Moi, j'ai appris ça très tôt dans mon métier de journaliste, de toute façon. C'est comme si c'était une continuité de tout ça. J'ai fait de la radio d'ailleurs, et c'était la radio communautaire des îles de la Madeleine, et donc dans une même journée, on pouvait toucher 3 ou 4 sujets, puis le lendemain, 3 ou 4 autres sujets. J'ai toujours d'ailleurs été intéressé beaucoup par les affaires publiques en général, les affaires sociales, tout ce qui touche la politique, mais aussi l'économie, la culture. Fait que quand t'es justement là, t'es en appétit pour tous ces sujets-là, tu tombes en politique où tu as la chance de pouvoir t'informer, t'instruire, puis en même temps te prononcer sur une multitude de sujets qui touchent les gens dans leur quotidien, parfois même dans leur intimité. C'est une chance incroyable, puis en même temps, c'est une responsabilité très lourde. Hein? Tu peux pas dire n'importe quoi. C'est ça, donc, ça peut... il faut qu'on se prépare bien.
Et puis, en même temps, tu sais, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est dans la même journée ou dans le même point de presse. Changement de contexte rapide. Oui, oui. Et là, il faut fermer un tiroir, ouvrir un tiroir, aller chercher les chiffres, les données. Et surtout, tu l'as mentionné, Denis, c'est fondamental, la cohérence. Ouais. Moi, je pense qu'on a une responsabilité supplémentaire parfois au Parti québécois de porter les 50 ans d'histoire du parti. On nous ramène souvent là, des gestes qui ont été posés par le Parti québécois dans les années 80, 90, les gens sont durs avec le Parti québécois. Hein? Les Québécois sont durs avec le Parti québécois. On assume. Mais je pense que c'est parce qu'ils les aiment. Mais continue. Oui, exactement. Mais c'est ça, qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? Mais non, pour moi, c'est fondamental de m'assurer que si on a à se prononcer spontanément sur un enjeu, d'être bien certain là, que ça s'inscrit dans une continuité. À défaut de quoi, on pourrait changer de vision, on pourrait changer d'orientation, mais il faut marquer le pas. Là. Et ça arrivera sans doute dans un certain nombre d'enjeux. Mais donc, je dirais qu'on se débrouille, puis c'est surtout stimulant. On ne peut pas rester les bras croisés longtemps. Et puis, actuellement, je dirais avec la recrudescence du Parti québécois dans les sondages, dans l'opinion publique. Puis on a un nouveau député, puis certains pourraient se dire, ben là, vous pouvez maintenant relaxer un peu, souffler, vous êtes un député de plus. En même temps qu'on a un député de plus, on a des attentes qui sont élevées envers nous. Donc, il faut livrer. Beaucoup de demandes de rencontres aussi, les gens qui veulent s'inscrire au dossier, nous faire part de leurs projets, de leurs idées, de leur volonté de collaborer. C'est stimulant, mais il y a juste 24 heures dans une journée. J'ai une question comique. Je pense que les gens vont être contents de m'entendre la poser, mais je pense que ça va te mettre dans une situation délicate. 2026, le Parti québécois prend le pouvoir, mettons, si on se fie au sondage. Lequel tu choisis là-dedans? Joël Arsenault devient ministre de quoi? Il y en a 11, là, il y a le choix. C'est présomptueux de dire qu'on serait ministre. Vous savez que c'est la prérogative du premier ministre élu de faire son choix. Évidemment, mais on peut aussi présumer qu'ayant gardé le fort, puis tout, qu'il y aurait ça serait que justice. Non, mais moi, je veux surtout pas là, sauter les étapes, mais si vous me demandez lequel de ces dossiers-là qui m'intéresse davantage, oui, donc. J'hésite entre l'environnement puis les transports. L'environnement parce que, évidemment, on a une crise climatique, on a une urgence d'agir, on voit les effets des changements partout à travers la planète, au Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, on le vit au quotidien. On parle beaucoup de l'érosion des berges. Absolument, absolument. La submersion également, les gestes qu'on doit faire forts en matière d'adaptation au changement climatique, mais aussi réduire à la source nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai déposé une loi anti-gaspillage, puis j'aimerais bien qu'on puisse l'étudier parce que le gaspillage alimentaire, le gaspillage des vêtements, c'est des gaspillages de ressources incroyables. On a aussi un objectif 2030, puis on va le rater, là, parti comme on est là, sur le plan évidemment québécois comme sur le plan fédéral, puis on remet constamment à plus tard les gestes à poser. Moi, ça me touche beaucoup, puis nos générations, les générations qui viennent après nous, ont raison d'être inquiètes de ce qu'on fait avec notre planète. Alors ça, ça me touche beaucoup. Je pense que le politique peut agir. Et puis moi, j'aimerais être le chien de garde du gouvernement à cet égard-là. En matière d'environnement. Il y a pas beaucoup d'exemples, mais... Est-ce que le transport, c'est aussi lié à ça, donc? Ben, le transport, c'est vraiment... il y a un impact, évidemment, environnemental au transport. Puis on a essayé, au cours de la dernière campagne électorale, justement, de joindre les deux en disant... On ne peut pas adopter des mesures qui empêchent les gens d'être mobiles. On a un immense territoire au Québec. Il faut que les régions soient partie prenante au devenir socio-économique du Québec. En fait, c'est ce qui va sauver les régions, tant qu'à moi. Hein? Oui, mais est-ce qu'on peut inventer une façon de faire aussi avec le transport en commun, le transport actif? On avait proposé la passe climat, où on s'est dit qu'à peu de frais, les gens pourraient voyager partout sans nécessairement utiliser l'auto-solo avec le développement des transports collectifs, tout azimut. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi. Puis le transport, c'est que y a quelque chose qui est une dominante dans
l'espace où on peut justement améliorer notre bilan carbone. Ben, c'est ça. Puis malheureusement, on s'en saisit pas. Donc oui, c'est relié, mais c'est à la fois, pour moi, c'est l'idée de l'occupation du territoire et en même temps améliorer notre bilan carbone. Bon, moi, j'ai un fantasme par rapport au transport. C'est un train à grande vitesse de Gatineau à Gaspé, de Saguenay jusqu'à Sherbrooke. On n'est même pas capable de construire 11 km de rails sans avoir des bâtons dans les roues dans une ville. Je suis un peu découragé. J'ai le goût de te demander qu'est-ce qu'on va faire. Comment on va arriver à ça? Parce que ça serait le lien qui pourrait sauver les régions. Tu sais, on regarde, ils sont en train d'enlever des comtés là, pour ce qui est du découpage électoral. Je trouve ça en Gaspésie, affreux. Ouais. Comment on va... si c'est pas de ça, comment on va réussir à sauver les régions, toi qui es régionaliste? Oui, ben, je pense qu'il faut développer une vision au-delà des échéances électorales. Et moi, je mise beaucoup là, sur l'accession du Québec à la souveraineté pour ensuite, justement, arriver à se donner un plan sur 10 ans, sur 15 ans, évidemment qui vont toujours être, tu sais, les planifications décennales, il y a des gens qui se sont éloignés de ça en disant que dans l'environnement socio-économique, tu sais, ça change vite et tout ça. Mais les grands objectifs, eux, on doit les fixer avec un certain délai pour pouvoir se permettre de donner les moyens de les atteindre. Puis vous avez raison de mentionner Bruno Marchand. Je l'ai entendu récemment en conférence où il dit « Notre plan, c'est sur 10 ans. Puis si je dois perdre mes prochaines élections entre-temps, c'est pas grave parce que l'œuvre va continuer. » Puis je vous donnerai l'exemple. Quand j'étais maire des Îles-de-la-Madeleine, j'ai eu l'occasion de faire une mission en France. Souvent, les gens disent ouais, tu sais, vous vous promenez aux frais de contribuables et tout ça. On en a eu quelques-unes. Et moi, je pense que chaque sou investi là-dedans, pour celle que j'ai fait, a rapporté, entre autres, dans une de ces missions-là, on avait assisté au travail d'une communauté dans la région de la Lorraine qui parlait d'un projet de territoire. Et dans un projet de territoire, c'est une espèce de planification stratégique qui touche tous les domaines sociopolitiques de la communauté. C'est quoi nos enjeux en matière, on le disait, d'environnement, en matière de transport, en matière économique, de soins, de santé, d'éducation, et ainsi de suite. Et il y avait comme une espèce de vision globale sur lesquelles les gens s'entendaient, puis on y travaille. Puis on se rencontre à chaque année pour en discuter. Alors moi, j'ai importé ce modèle-là aux Îles-de-la-Madeleine. En 2013, on a adopté cette planification stratégique, ce projet de territoire. En 2013, ça s'appelait Horizon 2025, sur 12 ans. On l'a planifié sur 12 ans. J'ai été battu aux élections un mois plus tard, mais aujourd'hui, aujourd'hui 11 ans plus tard, c'est encore la feuille de route des Îles-de-la-Madeleine. Et moi, là, ça me fait un plaisir incroyable d'avoir perdu mes élections, c'est une chose, mais d'avoir légué quelque chose à la communauté sur laquelle ils ont pu exactement continuer de travailler. Ça va au-delà du mandat des politiciens. L'élément que je voulais souligner dans ce que tu es en train de nous raconter, c'est l'importance et pratiquement l'omniprésence de la consultation publique en Europe sur des grands projets, puis justement sur les grandes orientations. Comme je sais qu'il y a des termes pour ça, là, mais comme des stratégies travailler de façon collective avec tout ce que les nouvelles technologies peuvent amener par rapport à la consultation, puis tous ces aspects-là. Il y a une forme de démocratie un peu plus directe à travers cette réalité-là. Je pense que ça serait intéressant de ramener ce genre de notion-là. Mais toi, quand tu dis, vous avez conçu votre plan, le plan 2025, c'était avec la communauté? Ben oui, ça a été fait sur 2 ans, les consultations en petits groupes, en assemblée publique. On a justement rencontré des gens de tous les secteurs. Puis il y a des visions parfois qui se confrontent. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut dégager des orientations le plus consensuelles possible. Puis à un moment donné aussi, il y a des gens qui doivent être des leaders, qui doivent décider. Puis moi, c'est je pense, ce qui nous manque un petit peu. Puis ce que je regrette... sans nommer personne, vous devinerez de qui je parle, mais de dire on va faire ce que les gens veulent qu'on fasse dans l'instant comme leader politique, je pense que c'est de ne pas comprendre le rôle en entier d'un leader politique. Parce qu'on ne peut pas constamment là, agir et réagir face au sondage essentiellement. Il faut dégager une perspective beaucoup plus longue. Puis nous, les premiers, des fois, on est pris dans ces espèces de
de contraintes du quotidien, puis tout le monde là un petit peu, puis on va régler ce problème-là. Il faut se dégager une vision. Je pense que les grands leaders, puis on en a besoin à l'heure actuelle, les grands leaders qui vont voir plus loin que l'élection, plus loin que le problème actuel, mais dégager une vision d'ensemble, d'avenir pour le bien commun à long terme. Et ça, c'est complexe dans le système électoral actuel. Je trouve que ça touche à ce que je disais tantôt sur la cohérence. C'est que les partis qui feraient ça, encore une fois, je dis pas qu'il y a des partis qui font ça, mais c'est les partis qui manquent, justement, qui gèrent en fonction des sondages, c'est se tirent dans le pied. Parce qu'il y a un respect qui se dégage, justement, du respect d'une vision. Oui. Ah, absolument. Absolument. Moi, je pense que, sans dire qu'il y a des leaders éclairés puis ils savent mieux que nous, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se mettre à l'écoute, de faire des analyses, puis, je dirais, une analyse prospective aussi. C'est-à-dire qu'on peut analyser les données telles qu'elles sont aujourd'hui, mais je pense qu'il faut se faire des scénarios prévisionnels. Puis il y a des gens qui sont experts là-dedans, là, des vrais, là, qui vont, sans pouvoir, on ne peut jamais prévoir le futur, mais qui peuvent dire, OK, en prenant un certain nombre de décisions, voici ce qui peut arriver potentiellement. Et si on prend une orientation générale dans ce sens-là, on va corriger le tir, mais on sait exactement ou à peu près où on veut arriver. Tu peux corriger. Exactement. Puis tu sais, on prend souvent la métaphore du navigateur, du capitaine. Moi, j'aime bien ça. Étant fils de marin, fils de pêcheur. Oui. Bon, on va finir par en savoir plus. Mais l'idée de garder le cap, c'est ça aussi. C'est dire, tu sais, au-delà des aléas de la vie quotidienne puis des crises. Oui, c'est ça. Mais continue. Fait que le premier ministre lui-même, récemment, il a parlé de boussole. Mais au-delà de la boussole, c'est le cap. C'est quoi l'objectif à atteindre au-delà des considérations tactiques ou politiques à courte vue, là? Où est-ce qu'on veut amener le Québec? C'est ça. Et ça, moi, je pense que au Parti québécois, on a une idée assez claire de là où on s'en va. Et c'est ce qui fait que moi, je suis très à l'aise dans cette formation politique parce que, encore une fois, on revient à la discussion tout à l'heure, on n'a pas à, je dirais, à user de stratagèmes, de stratégies ou d'essayer de faire croire au monde autre chose que ce qui est la réalité qu'on voit et qu'on projette pour le Québec et les Québécois. C'est drôle parce que j'ai l'impression, puis en fait, c'est plus qu'une impression, ça a été validé lors d'une discussion avec Paul qui était assis sur le siège que tu occupes actuellement, qui me disait, puis je posais plein de questions comme ça, comment vous avez choisi ça, pourquoi, qu'est-ce que tu as à dire sur votre temps média, puis il me disait, il me regardait tout le temps en riant, puis il disait, écoute, il dit, on est tellement une petite équipe de Denis il dit ça sûrement par une vertu, là, mais il dit, on n'a pas ce qu'il faut pour mesurer ces affaires-là, pour penser à ça. Nous autres, on est mus par nos convictions, par notre plan, puis tous les matins, on se lève on travaille dans ce sens-là. T'sais. On n'a pas le temps ni surtout les moyens de calculer. T'sais. Ouais. Ben, tout à fait. Ben, je pense que on y va avec l'instinct, avec une expérience de vie aussi. On l'a mentionné tout à l'heure, c'est la question de la cohérence. Puis ça s'inscrit, on inscrit notre action dans quelque chose de plus grand que nous. Et c'est la raison pour laquelle, tu sais, c'est pas donné, le travail il est encore devant nous, mais je vous dirais, cette espèce de candeur-là, de naïveté qui est exprimée par Paul, elle est réelle. C'est pas vrai qu'on contrôle tout, puis je suis pas sûr qu'au gouvernement, il contrôle tout non plus. Il y a des gestes qui parfois nous surprennent, ça a l'air un peu improvisé. Il y a beaucoup d'humanité dans la politique aussi. Puis il y a quelque chose, je pense, qui doit être de l'ordre de la franchise, de l'authenticité, si on veut que ça marche. Puis nous, à l'heure actuelle, c'est ce sur quoi on mise pour dire... avec la petite équipe qu'on a, on vous donne l'heure juste, on vous dit ce qu'on pense. On est ouvert aux suggestions aussi. On n'a pas raison sur tout. C'est ça, vous allez vous tromper des fois. Sur l'essentiel, encore une fois, on essaie de garder le cap. Je disais que, tu sais,
Finalement, je te pose pas de questions sur qui est Joël, mais on finit par on finit par avoir des bribes d'informations. Fils de pêcheur, je trouve ça intéressant. Je voulais savoir, Joël Arsenault. Fils de pêcheur. Enfin, mon père était entrepreneur, mon grand-père était pêcheur. Ah, OK, ça vient de ton grand-père. OK, mon petit-fils de pêcheur. Arsenault, est-ce que c'est acadien? Oui, absolument. Ça, c'est intéressant. Mon rapport à l'identité, la culture, on est les Arsenault, des Acadiens. Donc, la déportation, nos ancêtres l'ont connue. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus qui sont fascinants de voir cette aventure-là, cette résilience, cette espèce de détermination contre vents et marées, mais contre l'occupation anglaise aussi, là, et de vouloir dire, on s'est installé, on s'est accroché sur ce coin de pays-là, soit dans la péninsule acadienne, soit à l'île du Prince-Édouard, l'île Saint-Jean, l'ancienne île Saint-Jean, à l'île du Prince-Édouard, aux îles de la Madeleine aussi. Et puis, il y a quelque chose là qui est imprégné en nous, mais dans les années 50-60, je dirais que les Acadiens des îles de la Madeleine, francophones, ont redécouvert leur québécitude ou l'ont découvert. Et puis, les transports se sont améliorés, les télécommunications aussi, les programmes sociaux du gouvernement du Québec et tout ça. Et je dirais qu'on a pu jumeler cette espèce de biculturalisme-là, où il y a deux drapeaux qui flottent chez nous, puis il y en a deux dans mon bureau, vous les verrez, là. En fait, il y en a même trois. Il y a le drapeau des îles de la Madeleine, mais le drapeau acadien, le drapeau du Québec et le drapeau des îles de la Madeleine. Exactement. Ce biculturalisme-là qui est compatible, bien entendu. La bataille, jusqu'à un certain point, du serment au roi, là, pour moi, c'était à la fois le Québec dans son indépendance face à la monarchie, à la Grande-Bretagne, à la conquête, à toute l'histoire qu'on a vécue, mais c'était tout autant les Acadiens qui ont été évidemment bradés dans toute leur histoire, et encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'excuses formelles de la part du gouvernement ou de la Grande-Bretagne face aux pires atrocités qui ont été perpétrées contre le peuple acadien. Donc, je dirais qu'il y avait quelque chose de libérateur là-dedans. Je trouve ça fascinant. Quel lien intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je vous dirais aussi que, tu sais, il peut y avoir quelque chose là, de plus festif autour du 15 août, la fête des Acadiens et tout ça, puis on sort les drapeaux, un peu comme pour la fête nationale au Québec, aux alentours du 23-24 juin. Mais la majorité des Madelinots, puis beaucoup d'Acadiens évidemment que je connais, même de la diaspora à travers le Québec et tout ça, portent ces deux identités-là qui sont imprégnées. Mais à mon sens, les deux convergent vers l'indépendance du Québec. L'indépendance de l'Acadie n'arrivera pas. L'Acadie, c'est une nation sans territoire. Le Québec a encore une chance d'avoir son territoire comme nation pour justement, je dirais, prospérer et aspirer justement à, comment dire, à vivre pleinement et se réaliser pleinement. Et je pense que, et ça, c'est une relation qui est particulière avec les Franco-Acadiens, les Franco-Canadiens d'ailleurs. Moi, j'ai la conviction profonde que le jour où le Québec deviendra un pays indépendant et francophone, que ce sera le meilleur atout pour les francophones du reste du pays, y compris les Acadiens, pour pouvoir s'affirmer. On sera leur meilleur partenaire. Francophone en Amérique. C'est ça. Toute notre histoire, c'est ça, où on doit constamment défendre nos droits, essayer d'enrayer le déclin du français au Québec. Le jour où on aura la pleine possession de nos moyens politiques pour ça, je pense qu'on sera en mesure de donner un bon coup de main aux autres. Ce que tu viens de nous raconter, premièrement, merci. Je trouve que ça a beaucoup de valeur. Je trouve ça vraiment intéressant comme point de vue de
de l'entendre. C'est drôle, j'ai eu l'impression de découvrir des choses là-dedans, pourtant, c'est pas loin de nous, tu sais. Donc, merci, premièrement. Deuxièmement, ce que je trouve, je fais un lien sur le serment du roi. Ce que tu viens de nous exprimer, il y avait comme une revanche, pas une vengeance. C'est ça, rien de violent là-dedans. On est d'accord. Puis j'avais vu un documentaire avec Zachary Richard qui faisait là qui revenait sur des éléments historiques à Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis ça. Puis à un moment donné, il avait fini son propos. Peut-être que tu vas être mieux placé que moi pour me rappeler c'était quoi exactement le documentaire, mais il finissait en disant, tu sais, en parlant aux Anglais, tu sais, c'est dans une église, je sais pas si tu Oui, absolument. Mais ça, c'est cœur batailleur, je pense. Quelque chose comme ça. Puis là, il finit. Quand tu mon. Tu sais. Oui. Il parlait parce qu'il était enterré dans la crypte de l'église. Exact. Puis il parlait, tu sais. C'est un documentaire. Ça, t'entendre parler de ta revanche sur le... Je pense que c'est Zachary Richard, encore batailleur ou quelque chose comme ça, qui fait référence à Jean Batailleur, un de ses succès. Oui, ben c'est un documentaire qui retrace effectivement là, le parcours des Acadiens dès leurs premières années ici, puis la déportation jusque évidemment un peu partout en France, mais également en Louisiane et tout ça. Je pense que le serment au roi, cet épisode-là, effectivement, c'était comme je sais pas si je peux appeler ça un juste retour des choses, mais c'est comme ça que je le voyais. C'est comme si on arrivait à se réconcilier un petit peu avec une partie de notre histoire, en se disant, il y a un élément là avec lequel on peut finalement être en paix. J'ai, comme d'autres députés, quelques-uns, eu l'occasion, je peux avoir enfin ce droit. J'allais dire le privilège, mais c'est plus que le privilège, c'est d'être élu par le peuple. Je pense que c'est un droit, mais le droit, c'est de pouvoir dire je m'engage à respecter, effectivement, faire un serment d'être loyal envers la Constitution du Québec, envers le peuple, pointe à la ligne. Mais c'est quoi, je fais un pont avec ce que je disais tantôt quand je parlais de notre destin, c'est la justice. Je pense qu'il y a un grand moment de justice. Oui, tout à fait. Mais il y en a un plus grand qui nous attend encore. et c'est là où on y travaille, puis on est convaincu de pouvoir y arriver. L'échéance de 2026, puis les années qui vont suivre, là, il y a quelque chose d'absolument enivrant, je vous dirais. Là. Moi, j'ai vécu, parce que vous vouliez parler un petit peu du passé, de mon enfance, peut-être, je sais pas. Là. C'est le temps, oui. Mais moi, je crois parfois le revoir un peu les années où, en 1976, il y a eu quelque chose comme un renversement de régime. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais 11 ans. Là. C'est comme s'il y avait enfin là, tous les espoirs qu'on portait depuis des centaines d'années là, qui étaient en train de se matérialiser dans quelque chose de concret, dans un changement de régime qui allait nous permettre d'accéder à l'indépendance. Je pense qu'on a passé près en 95, puis que le prochain rendez-vous, c'est le bon. Et je vois vraiment les jeunes qui lèvent la main, je vois l'engouement des gens qui nous accueillent aussi quand on fait des rassemblements et tout ça. Puis un argumentaire qui s'est peaufiné, je dirais une compréhension des enjeux qui est plus rationnelle qu'émotive maintenant, mais qui l'est aussi toujours émotive lorsqu'on parle de les angles ont changé parce que il y a des générations les générations se succèdent, sans vouloir évoquer la mort des gens, mais les défis se renouvellent. Les raisons pour lesquelles on entend moins les récriminations sur le passé, justement, on entend des raisons d'être indépendantiste, comme tu l'as dit, beaucoup plus rationnelles. C'est intéressant. Moi, je fais un pont là, dans les rassemblements péquistes, des fois on entend, je ne sais pas si tu vas être... quand on entend « on veut un pays »,
sais, un pays, ça se fait, ça se réclame pas de même. Je trouve qu'il y a un symbole intéressant là-dedans. Puis ça, on l'entend de moins en moins. Puis d'ailleurs, cher Pékis, je vous encourage à abandonner cette formule-là. On fait un pays, on crée un pays. Regarde, on y travaille, tout à fait. Prenons-nous un verbe d'action au lieu de souhait, tu sais. Mais oui, ben, vous avez t'as tellement raison, Denis. C'est ça. On peut faire des incantations, mais le travail sur le terrain, c'est vraiment bon ça. Il reste à faire. C'est du niveau d'une incantation. Sortons de ça. Mais sans aucun jugement. Là, je comprends l'esprit de ça parce qu'on est enthousiaste, mais oui. En fait, il faut parler à ceux qui restent encore à être convaincus. Encore en fin de semaine dernière, je parlais à quelqu'un qui était un convaincu, qui était avec son ami qui l'était moins, mais il s'est présenté comme « je reste encore à convaincre ». Puis j'ai dit « c'est fantastique ça. Assoyons-nous ». Parce que c'est ce qu'il faut, une ouverture d'esprit, on débat d'idées, on débat de notre avenir collectif, puis il faut pouvoir être dans un mode de dialogue, puis souvent on dit qu'on a perdu un petit peu le sens là, du débat parce qu'il faut éliminer le discours et l'adversaire plutôt que tenter d'avoir c'est ça, d'avoir raison un peu tanné de dans un argumentaire. C'est ça. Moi, je pense que dans je dirais la dynamique actuelle, il faut convaincre, il faut susciter l'adhésion. Puis je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On travaille fort aussi pour présenter le livre bleu qui va répondre au plus grand nombre de questions possibles. Puis à la fin, il y a quelque chose que mon chef Paul Saint-Pierre Plamondon dit parfois, puis qui me rejoint beaucoup, c'est qu'il faut développer le sens. Il avait dit à un moment donné le sens de l'aventure, mais de l'aventure entrepreneuriale. Ouais. C'est-à-dire que... Oui, ça avait fait parler pas pire. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la vie aussi. Encore une fois, là, sur le plan personnel... on se lance dans la vie avec un certain nombre d'intérêts, de passions, de talents aussi. Puis on essaye de les mettre à profit, à contribution aussi dans la société. Et puis, on contrôle pas tous les leviers. On n'est pas absolument certain d'y arriver, mais je dirais qu'avec une bonne dose de confiance en soi, avec du travail, des efforts, puis avec une certaine humilité aussi, on arrive finalement à trouver notre place. Sur le plan professionnel, par exemple, tu sais, on va aux études, puis on peut remettre en question certains choix et tout ça, mais pour moi, c'est de l'ordre de l'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se lance en affaires, puis même s'il y a le meilleur plan d'affaires au monde, qui va être certain absolument de devenir millionnaire au bout de quelques années. Moi, je pense que lorsqu'on prend cette attitude-là en disant objectivement, toutes les raisons sont bonnes pour faire l'indépendance, on va répondre à toutes les questions dans ce que c'est qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour le reste, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le bâtir, c'est à nous de prouver que ce projet-là, il est absolument rentable, il est non seulement souhaitable, il est essentiel. Et puis, l'enthousiasme et, je dirais, le travail, la détermination, le caractère et tout ça des Québécois va faire en sorte qu'on ne peut pas manquer notre coup. On va être un pays fort, un pays moderne, un pays solide, un pays prospère. Et puis, on ne sera pas mieux ni pire que les autres. On va juste être nous-mêmes. Et ça, juste d'en parler avec des jeunes, tu sais, qui disent « Waouh, moi, ça m'allume », puis sur le plan environnemental, puis sur le plan économique, puis sur le plan de la langue, puis sur le plan social aussi. Il y a quelque chose là qui est une contribution unique qu'on peut apporter, mais ensemble. Quel beau projet. J'imagine déjà les commentaires que je vais avoir sur YouTube, un peu partout. Ils vont dire « Méchante entrevue de péquiste. » on est assez convaincus l'un et l'autre pour ce qui est de l'indépendance. Puis écoute, j'aime tellement la tournure qu'a pris. Premièrement, j'avais 15 questions. Je pense pas d'en poser une. Parce qu'on est parti naturellement sur cette track-là qui nous a amené finalement à l'essentiel, je pense. Mais, tu sais, puis j'avais aussi ces questions-là à savoir,
pourquoi le PQ, pourquoi l'indépendance? Y a-tu un moment marquant, y a-tu un moment charnière dans ta vie, dans ton expérience là, que tu peux nous raconter, qui a fait cette journée-là, je suis devenu péquiste ou cette journée-là, je suis devenu indépendantiste? Ah, moi, non. Moi, je l'ai toujours été, puis c'est on ne peut plus simple. Moi, j'ai évoqué un petit peu, j'ai peut-être fait une allusion à ça tout à l'heure, mais j'ai toujours pensé que le destin d'un pays, d'une nation, c'était à peu près la même chose que le destin d'une personne et son cheminement. Et moi, j'ai eu une enfance, je dirais, heureuse, pas privilégiée, famille de classe moyenne et tout ça. Et j'ai eu, je dirais, une bonne relation avec mes parents. Mais le jour où je suis devenu indépendant, il y avait comme quelque chose d'inéluctable là-dedans. Et en même temps, en découvrant, tu sais, le rôle qu'on pouvait jouer dans la société, je m'intéressais évidemment aux affaires publiques et tout ça. Je me disais, mais pourquoi les gens font pas la même chose que le cheminement qu'on fait personnellement? Le contraire, tu sais, c'est cliché ce que je vais dire, mais le contraire de l'indépendance, c'est la dépendance. Puis je ne vois pas comment on peut réaliser notre plein potentiel si on laisse les autres prendre les décisions pour nous. Alors, moi, c'est pour ça que pour moi, l'indépendance d'une nation, c'est la même chose que l'indépendance d'une personne. Son autonomie, notre autonomie, mais plus que l'autonomie, c'est le pouvoir. Moi, d'avoir le pouvoir de prendre mes décisions pour le meilleur ou pour le pire. Toutes les décisions qu'on prend ne sont pas toujours les meilleures. Il s'agit de les assumer. S'assumer pleinement cette espèce de slogan-là qu'on avait dans la dernière campagne électorale. Moi, il y avait quelque chose de... Puis que vous vivez actuellement. Oui, de l'ordre de la conviction. C'est ce qui me fait rire parce qu'on vous on vous attaque le PQ en disant... les attaques vont s'en venir sur le fait vous êtes indépendantiste, mais oui. Merci d'en faire la promotion. Exact. Non, mais contrairement à ce qu'on a déjà eu par le passé où on l'est tu, on l'est pas, on l'est pas là, on va l'être plus tard. Exact. Non, mais c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dirais qu'il y a quelque chose, il y a comme un rendez-vous avec l'histoire qui me semble incontournable et qui arrive à grands pas. Faut y être prêt et tout ça, puis faut faire adhérer ceux qui hésitent encore. Mais c'est d'abord se faire confiance. On a parlé beaucoup des peurs. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup la confiance à bâtir puis s'assumer. Si je peux me permettre, ce que tu décris, c'est l'émotion que l'on ressent dans un mouvement d'empouvoirment. Dans un contexte d'empouvoirment. Autant au point de vue personnel, je pense, comme tu le dis, qu'on peut le vivre au point de vue national. Puis c'est ce qui fait que ce dossier-là, c'est ce qui fait que ce mouvement-là est pratiquement impossible à contrer, puis il peut avoir une perte d'énergie due à un découragement, mais c'est pratiquement impossible à tuer. Ben cette quête-là, c'est encore une fois, c'est pour qu'on se réalise. Donc, tu peux pas abandonner cette quête-là sans faire abstraction de toi-même. Abandonner cette quête-là, c'est abandonner une partie de ta propre... de toi-même, de ton identité, de ce qui compose. Exactement. Non, c'est tout à fait ça. Alors, moi, je pense que c'est un... Puis quand les gens parlent d'un rêve, c'est à la limite, là, tu sais... C'est pas un rêve, c'est une aspiration légitime et c'est un projet qu'on doit réaliser, qu'on doit planifier, sur lequel on doit travailler, mais il n'y a rien là-dedans qui relève du rêve. C'est une réalité à concevoir et à mettre en œuvre. Évidemment, avec l'adhésion de l'ensemble des Québécois ou d'une majorité de Québécois. Puis, il y a beaucoup de projets comme ça où, à un moment donné, tu te dis, je pense que quand on va y arriver au pays, là, je pense qu'il y a nombre de Québécois et de Québécoises de toutes origines, puis nombre de gens de toute autre juridiction qui va se dire, mais pourquoi c'est pas arrivé avant? Ouais. C'est tellement normal. Ça fait 52 minutes. On s'était donné 40 minutes. Ça t'a donné à peu près 40 minutes. Merci beaucoup, Joël, d'être passé nous voir.
me voir dans mon sous-sol. Ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Tu sais. Je vais avoir la semaine prochaine, mercredi ou lundi, je sais plus, prochain, je vais avoir la Pascal Saint-Onge, tu sais, qui vient en entrevue. Mais tu sais, merci, je veux dire merci à tous les élus qui viennent ici, qui prennent 40 minutes de leur temps, 50 minutes de leur temps pour venir parler dans un balado, échanger des idées, parler aux engagés publics, parler aux gens. Puis tu sais, nos audiences, c'est des geeks de politique, c'est des leaders d'opinion. Je sais que les journalistes, vous nous écoutez. Mais je suis fasciné à chaque fois. Je remercierai jamais assez. Ben merci. Je veux pas rallonger indûment, mais je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir discuter entre indépendantistes convaincus. Mais je suis content, Denis, sérieusement, que tu puisses tendre ton micro aussi à des gens qui ont d'autres idées à faire valoir, parce que moi, je suis convaincu que ça, c'est l'essence même de la démocratie. Mais d'entendre les gens de toute provenance, de toute allégeance et tout ça, ça permet aux gens qui vous écoutent de se faire une tête. Nous, on va continuer de se battre pour que... Tu l'as dit tantôt. Puis, notre message soit entendu. Je veux pas te couper, puis c'est juste que le temps file, puis je veux absolument dire cet aspect-là, c'est important pour moi. Les engagés publics, c'est l'individu avant le parti. C'est les valeurs, sont ceux-là. C'est la rencontre entre des humains, puis après ça, tout est possible au point de vue de... Puis, ce que je veux rappeler, moi, c'est un des objectifs que j'ai avec ça, c'est que je veux rappeler que faire de la politique, c'est plein de doutes, c'est difficile, c'est exigeant, ça demande... Puis, on a... Quand on regarde les sondages sur la confiance dans les métiers, ben les vendeurs de chars, les politiciens, des fois, sont dans le même. Puis c'est triste. Parce que la réalité, c'est que c'est excessivement difficile, exigeant, puis qu'il faut que vous puissiez présenter un autre visage. Ah, mais on pourrait s'étendre longtemps là-dessus. Mais nous, là, on n'est pas... on n'est pas à plaindre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous a demandé de faire de la politique. On le fait volontairement. Puis je vous dirais qu'au quotidien, les gens sur le terrain, dans notre circonscription, puis je parle pour probablement la majorité des députés, là, il y a quelque chose qui se passe avec les gens qu'on représente, qui est de l'ordre de, je dirais, du respect mutuel aussi, là, quand tu es proche de ton monde, là. Puis c'est pas déplaisant du tout. C'est comme si les gens, il y avait une dichotomie en j'aime bien le gars que j'ai rencontré, qui ça donne à être mon député, puis avec qui j'ai jasé, mais les politiciens sont tous comme ci ou comme ça. Moi, j'ai l'impression que... Tu as bougé la caméra en même temps. Ah, désolé, c'est pas grave. Désolé. On va finir ça comme ça. Vous allez nous en excuser, chers auditeurs. J'aime ça, ton... C'est vrai. Oh, il y a une distinction entre les... Mais c'est pour ça qu'on essaie de rejoindre le plus de gens personnellement. C'est ça. On veut parler au monde, on veut rencontrer... Puis, tu sais, c'est pas pour rien que les gens se promènent dans les dîners spaghetti. C'est drôle, faut voir le monde parce que ça devient humain, ça devient un rapport interpersonnel. Puis ensuite, peut-être que ça donne une meilleure image aux politiciens, du moins on le souhaite. C'est exactement ça, la blague du monde normal, de dire c'est qui le gars normal derrière le politicien. C'est qu'on veut rencontrer... On veut vous connaître mieux. Hey, merci beaucoup encore une fois. Donc, remerciement officiel. Merci beaucoup, Joël, de t'être prêté au jeu. Ça a été plaisant. Merci aussi à vous d'avoir été, là, je suis rendu... merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute. Vous le savez, des entrevues comme celle-là. 108e. Aujourd'hui, je me souviens. Je l'ai fait 2 fois, je dis ça en fin d'une émission, je me souviens à quel chiffre on est rendu. 108e. Sur YouTube, Facebook, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. On est aussi sur des plateformes québécoises. On est sur Cube. On est distribué à l'audio sur Cube. Vous pouvez aller nous écouter à partir de l'application ou du site web. Et pour ceux qui ont envie de nous écouter à la télévision, on est diffusé la fin de semaine, le samedi à 8h et le dimanche à 15h. Puis je pense qu'on est en rotation après ça sur 2 cycles de 8 heures. Fait que vous pouvez écouter les engagés, toutes sortes de façons de pouvoir accéder aux entrevues des engagés publics, à nos épisodes réguliers. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.